Bonjour les amis, je vous invite aujourd'hui à suivre un Paname exceptionnel dans ce passage de la Main d'Or tout près de la Bastille. Un petit passage mais de grandes histoires. Nous allons littéralement marcher sur l'or dans un des ateliers d'artisans d'art qui ont fait la réputation de ce quartier. Et puis nous irons aussi à la rencontre des habitants et des commerçants pleins de talent et d'imagination. Allez, c'est parti pour un Paname cousu de fil d'or et rempli d'incroyables pépites. Dans ce nouvel épisode de Paname, Yvan va rencontrer de sacrés personnages qui ont tous de l'or au bout des doigts. Geneviève, qui vous aide à créer vos pièces de céramique avec des peintures magnifiques. Tu es douée de tes mains, mais tu ne le sais pas encore. Je sais pas encore. La dernière fois que j'ai fait quelque chose, c'était en maternelle. Maurice et Jean, les derniers tourneurs sur bronze de Paris, à Louis Philippe. Qu'est-ce que tu as entendu? Là, si jamais j'aurais changé de vitesse, j'aurais tourné trop vite, elle aurait crié la molette. Frédéric, lui, c'est ses histoires qui valent de l'or. Attention, c'est pas les bronziers font du ski, hein. C'est des vrais bronziers, ceux qui travaillent le bronze. Et Alain, un véritable chasseur de trésors. Si, ça existe. Et c'est là qu'on a découvert 70 kilos de dollars en or. Et 8-9 millions de francs à l'époque, c'était... Alors là... À 2 pas de là, Yvan va vous faire découvrir un homme qui a souvent aussi les mains dans la terre, mais pour d'autres raisons. C'est un chercheur de trésors, un vrai. Salut Alain, Bonjour, ça va? ça va très bien. Dis-moi, c'est la boutique idéale là, pour le parfait chercheur d'or. Il y a le choix, il y a même trop de choix à la limite. Les détecteurs, malgré tout, ils ont des formes différentes, mais ils se ressemblent tous. Moi, je privilégie deux détecteurs dans ma gamme de produits pour chercher des trésors chez les particuliers, parce que c'est un peu mon domaine, ma spécialité. Le trésor de famille qui a disparu, on ne sait plus où il est, le papa il est décédé, l'oncle pareil, la maman elle ne sait plus parce qu'on ne lui a jamais révélé l'endroit. J'ai 2 machines qui sont vraiment très adaptées à ce type de recherche. Voilà. Ça a commencé quand, la passion pour la chasse au trésor? La chasse au trésor, ça a dû commencer quand mes parents habitaient Cherbourg. Déjà, j'allais fouiner dans les vieilles maisons, mais plus particulièrement à La Rochelle, où là, j'ai commencé à descendre dans des châteaux abandonnés ou des vieilles demeures abandonnées où j'imaginais qu'il y avait un trésor derrière une cheminée. Je creusais partout, quoi. Mais c'est surtout qu'un jour, dans une boutique, ça date, c'était les années 75, j'ai vu un détecteur de métaux. Je me suis dit, c'est pas possible, ça existe. J'ai vu un détecteur de métaux, je savais pas. J'ai fait des économies, je suis allé à la pêche, pêcher des vifs, vendre les vifs, j'ai acheté le détecteur. Ça a commencé comme ça, et j'ai plus jamais arrêté. J'ai fait des plages pendant de très très nombreuses années. Moi, je partais un mois sur le bord de mer. On partait avec les voitures, on dormait dans les voitures, on vivait au rythme des marées. On faisait toute la côte normande, on redescendait par l'Atlantique, on connaissait nos plages par cœur. On revenait avec 700, 800 grammes de bijoux en or chacun, quoi. Donc tu considères que c'est une activité saine? Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est ça. Pas uniquement vénale. On marche. Par exemple, les gamins l'histoire, ça les embrouille complètement. Quand ils trouvent une monnaie de Napoléon ou une monnaie de... Ils refont toute l'histoire, ils s'intéressent à l'histoire, ils s'intéressent aux personnages, et puis on s'amuse bien. Donc toi, tu cherches des trésors, puis tu trouves des trésors pour les autres aussi. Alors c'est ce que je fais. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui rentre dans ma boutique et qui me demande de chercher un trésor pour lui, quoi. C'était où? C'était dans quelle ville? Saint-Cloud. Ah oui, pas loin, en banlieue. C'était pas loin, c'était pas loin. On a commencé à trouver plein de caches vides, et on est tombé, 3-4 heures après avoir commencé, en prenant plus de renseignements sur les habitudes du grand-père, du papa, parce que le papa était toujours vivant, mais il avait Alzheimer, il ne savait plus où il avait caché ses trésors. Et c'est là qu'on a découvert, sous une tôle en ferraille, bien bouffée, 70 kilos de dollars en or. Ah 70 oui. kilos de monnaie comme ça. Et 8-9 millions de francs à l'époque, c'était... Alors là... Justement, comment on C'était vrai, réagit? c'était mon premier. On réagit, ça coupe les jambes, ça coupe la tête, on entend tout bizarrement, on se demande si on rêve pas, vraiment. Parce que c'est impressionnant, 70 kilos de pièces en or, c'est vraiment très impressionnant. Quelle que soit la quantité, c'est de l'or, c'est magique, ça rend presque fou, quoi.
Au total, tu as découvert combien de kilos d'or? Je suis d'être pas loin des 500 kilos au total. Ouais. pas mal. Mais ça va vite. Hein. Et généralement, les gens qui cachent, qui ont caché après-guerre, beaucoup après-guerre, il est pas rare de trouver 10, 15, 20 kilos d'or. Il y a des endroits où on cache... Déjà, il faut pas qu'il y ait de vis-à-vis. Généralement, c'est toujours dans les jardins. S'il y a une cave, bien évidemment dans la cave, et toujours en terre battue. Les poulaillers, c'est très bien aussi, parce que le problème de quelqu'un qui cache de l'or, quand il en a besoin, de sortir un peu d'or, ou d'en remettre dans sa cache, il ne faut pas qu'on le voit aller toujours au même endroit, creuser, il serait vu, même par sa famille. Donc, le poulailler, c'est une bonne chose, la cave, c'est une bonne chose, parce qu'on va donner à manger à ses poules, c'est pas rare de voir. Et pendant ce temps-là, on planque un peu d'argent. Et on planque un peu d'argent, on en reprend. Bon. Il y a des endroits où on n'imagine pas que ça puisse être caché là, quoi. Je me souviens un jour, on cherchait donc c'était 2 sœurs. Une des 2 sœurs avait caché donc les pièces d'or de la famille. La maison était à vendre. Tout avait été vidé. Il restait 2 grosses tringles. Moi, je dis pourquoi pas. Donc on prend une échelle, on enlève le bouchon du bout, là, l'espèce de. Hein, Ling, ling, ling. et là, je vois comme un bout un saucisson, quoi, une petite ficelle. Je tire dessus. Il y avait, je sais pas, une trentaine de petits paquets de monnaie comme ça, gros comme que des saucissons, les uns attachés aux autres. Tout était passé dans la tringle. Allez, tout caché dans la tringle. Donc ça, c'est... Imagine si les vendeurs avaient jeté la tringle. Oui, mais peut-être qu'ils l'ont pas enlevée parce qu'elle peut-être était trop lourde. Ah, d'accord. Je sais pas. Généralement, tu fais des heureux quand tu trouves un trésor pour les gens? Bien sûr qu'ils sont heureux, bien sûr. Alors, il y a aussi des problèmes, c'est que il y a des suspicions. L'oncle, il croit que c'est sa sœur ou que c'est la tante qui a piqué le trésor et qui veut pas le dire. Quand on le trouve, tout le monde se regarde, ça y est, ils sont tous contents, ils se disent c'est pas toi qui l'as volé en fin de compte. Même s'ils le disent pas, ils le pensent. C'est terrible. Les trésors, c'est terrible. Quand on cherche un trésor, faut quoi? Faut se raconter des histoires? Faut rêver un peu? La détection de loisirs, c'est partir le matin de bonne humeur et rentrer de bonne humeur. Et c'est de découvrir au fur et à mesure que l'on avance des objets. On ne cherche pas de trésor spécialement. C'est un moyen de s'évader qui est vraiment très important. Et on a des touloutes, des avocats, on a toutes sortes. On a une gamme, une clientèle très large. Et je crois que tout le monde en a besoin. Ça fait du bien. On met le casque sur les oreilles, on part et on a le droit de rêver. Maintenant, Yvan va aller à